Aujourd'hui, nous allons attaquer un nouveau chapitre d'histoire. Ce chapitre fait partie d'un nouveau thème, le thème 3, qui s'intitule « La Troisième République jusqu'en 1914 ». Le chapitre qui nous occupe aujourd'hui, c'est le début de cette Troisième République qui va commencer en 1870. Le chapitre s'intitule « La mise en œuvre du projet républicain ». Alors, pour introduire, d'abord, nous allons présenter le contexte. Donc, à la suite de la défaite de Napoléon III à Sedan face à la Prusse, la République est proclamée le 4 septembre 1870. Donc, le Deuxième Empire prend fin, l'empereur est fait prisonnier et la République est proclamée. Alors, à ses débuts, cette Troisième République reste un régime qui est provisoire et elle traverse plusieurs grandes crises politiques majeures. Cependant, à travers toutes ces épreuves, elle s'affirme et se renforce. Et finalement, elle parvient à s'enraciner et devenir un véritable modèle républicain. Cette Troisième République qui, au début, semblait vouée à peu durer, en fait, va se trouver être le régime politique républicain qui aura duré le plus longtemps en France. Donc la problématique qui va nous occuper, c'est comment la Troisième République s'affirme-t-elle ? D'abord, nous verrons qu'elle connaît des débuts difficiles jusqu'en 1875, puis ensuite, dans une deuxième partie, qu'elle s'enracine grâce à la mise en œuvre de certaines politiques, et enfin qu'elle traverse quand même encore des difficultés avant la Première Guerre mondiale, qui sont dues à un contexte politique tendu et difficile. Nous allons voir dans un grand temps les débuts difficiles de cette Troisième République, c'est-à-dire fonder la République. Vous allez voir, ça va être digne d'un film d'action, il va y avoir pas mal de péripéties. Je vais en dire beaucoup pour que vous ayez tous les détails, mais vous devrez retenir quand même l'essentiel. Alors, grand A, tout d'abord, l'humiliation de la défaite. Bien, comme je l'ai dit, Napoléon III, qui était parti en guerre contre la Prusse, a été fait prisonnier en 1870, début septembre 1870. Que se passe-t-il une fois que l'empereur est prisonnier? Eh bien, le Second Empire s'effondre. Alors, les députés qui sont des députés de l'opposition à Napoléon III, c'est-à-dire qui sont des républicains, Léon Gambetta et Jules Ferry, proclament la République. République! Cette proclamation de la République a lieu le 4 septembre 1870 et elle est un élément important puisque c'est la Troisième République. Il y en a eu une pendant la Révolution, il y en a eu une deuxième qui a duré très peu de temps. Enfin, on voit se mettre en place une véritable république pour la France. Cependant, la guerre n'est pas finie. Donc la République est proclamée et elle est en guerre toujours contre la Prusse. L'Allemagne, donc d'autrefois. La Prusse assiège Paris à partir du 19 septembre. Donc là, le siège de Paris est une épreuve particulièrement difficile. Les Parisiens vivent vraiment des moments horribles, ils sont affamés, il n'y a plus rien à manger et ce siège va durer pendant des mois. Durant ce siège, par exemple, Léon Gambetta fait parler de lui puisqu'il décide, pour trouver l'aide des troupes françaises et organiser la contre-offensive contre la Prusse, de s'échapper de Paris en montgolfière. Il voulait aller à Tours, c'est-à-dire au sud de Paris, mais en fait, il se retrouve au nord, c'est-à-dire à Beauvais, où il atterrit en catastrophe. Et là, il est caché par des paysans, en fait, qui lui permettent de rejoindre quand même les troupes françaises pour organiser la défense de la France. Malheureusement, ce siège de Paris va être tellement difficile et la guerre tellement dure que la France plie face à la Prusse. Le 26 janvier 1871, les Français finissent par accepter un armistice humiliant parce que en fait, la Prusse s'empare de l'Alsace et de la Lorraine qui étaient des territoires français. Le B. Suite à cet armistice, la République va connaître un nouvel épisode assez dur et sanglant qui s'appelle la Commune de Paris. Alors qu'est-ce que c'est la Commune de Paris? Eh bien c'est une insurrection des Parisiens en fait qui va durer plusieurs mois et va déstabiliser fortement la République naissante. Alors tout d'abord, après cet armistice étant signé, il est signé par des politiciens qui ne sont pas encore élus.
Donc il faut organiser des élections pour qu'il y ait une véritable assemblée, une assemblée élue qui puisse diriger les négociations avec l'Allemagne. Ces élections, elles ont lieu début février 1871 et elles mettent en place en fait une majorité monarchiste. Le chef des monarchistes qui devient président de la République s'appelle Adolphe Thiers. Là, j'en profite pour faire un petit rappel des forces politiques en présence. Tout d'abord, nous avons à gauche, tout à fait à gauche, les défenseurs du mouvement ouvrier. On l'a déjà vu, les socialistes. À gauche, on a les républicains. Donc les républicains, ce sont les défenseurs de la République, c'est-à-dire ils ne veulent pas un retour à une monarchie, mais ils souhaitent une république démocratique. Ensuite, quand on va vers la droite, on se trouve avec les bonapartistes. Alors les bonapartistes, ce sont bien sûr ceux qui défendent la famille Bonaparte, c'est-à-dire le principe d'un empereur, mais avec des idées issues de la Révolution française. Donc ils souhaitent un retour d'un empire. Et enfin, totalement à droite, nous avons les monarchistes. Alors les monarchistes, ils veulent le retour d'un roi. Mais, important à retenir, dans ces monarchistes, il y a deux courants différents. Premier courant, les monarchistes qui sont plus souples, c'est-à-dire qu'on appelle les orléanistes, parce qu'ils soutiennent le duc d'Orléans. Ces monarchistes-là souhaitent un roi, mais un roi sur le modèle de Louis XVI pendant la Révolution, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle, avec quand même des députés, avec des élections. Mais, encore plus à droite, il y a ce qu'on appelle les monarchistes légitimistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent que la monarchie est de droit divin et qu'on doit revenir à une monarchie absolue, comme dans l'Ancien Régime. Ceux-là sont plus durs, plus conservateurs et complètement anti-révolutionnaires, alors que les orléanistes, les monarchistes plus souples, eux, veulent concilier la monarchie française avec les valeurs de la Révolution française. Donc, maintenant que les monarchistes sont revenus au pouvoir, puisqu'ils ont été élus, donc leur but c'est quoi? Ben, leur but c'est pas de garder la République, leur but c'est de revenir à une monarchie. Donc déjà, la nouvelle capitale de la France n'est plus Paris, c'est Versailles, qui est juste à côté certes, mais qui est là où se trouve le château de Louis XIV, symbole de la monarchie absolue. Alors, Adolphe Thiers donc s'est allié à la Prusse, enfin accepte les conditions de la Prusse, qui sont très dures, et pour éviter toute révolte contre les troupes d'occupation de la Prusse, eh bien, il veut s'emparer des canons que possède la garde nationale à Paris. Alors la garde nationale de Paris, c'est qui? C'est des gens du peuple en fait qui s'étaient engagés pour combattre les Allemands lors de la guerre, et donc ils ont des canons, ils se sont équipés, ils ont des fusils, des canons. Cependant, les Parisiens s'opposent à l'armée qui vient récupérer ces canons et ces fusils. Et ça devient une révolte. Puisque les gens de Paris, en fait, sont profondément républicains et en plus, ils ont vécu le siège. Donc, ils sont complètement en colère contre les Prussiens. Ils ne veulent pas s'étaler devant eux. Pas content, pas content, pas content, pas... Et ils refusent de plier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une révolte. L'armée, finalement, rejoint les révolutionnaires. Et en fait, les Parisiens votent et élisent des représentants qui seront donc la Commune de Paris. C'est-à-dire un genre d'État indépendant à l'intérieur de la France. Alors la commune, elle va avoir un fonctionnement un petit peu communiste, c'est-à-dire que les ateliers des ouvriers sont mis en commun, ce sont les ouvriers qui vont les gérer. La commune adopte un drapeau rouge pour refuser le drapeau tricolore de la République qui est caractérisée comme une république bourgeoise, voire monarchiste. Et cette commune, donc, elle débute le 18 mars 1871. Elle va durer 2 mois, et au bout des 2 mois, l'armée de Thiers, les Versaillais, donc le gouvernement de la France, eh bien, va mener une répression terrible contre cette commune de Paris, et ça s'appelle d'ailleurs la Semaine sanglante. Ça a lieu du 21 au 28 mai 1871. Lors de cette semaine sanglante, une dizaine de milliers de personnes meurent, une autre dizaine de milliers sont condamnées. Donc c'est un épisode très violent au début de cette Troisième République, un épisode qui est important, qui est à connaître parce qu'il est resté dans les mémoires, c'est-à-dire les Parisiens sont fiers d'avoir combattu
une république qui se voulait monarchiste, d'avoir lutté pour leurs droits et leur liberté. Ici, j'ai introduit un personnage qui s'appelle Louise Michel, qui était une institutrice de Paris, qui fait l'objet d'un des PPO du programme et qui a été une meneuse importante dans la commune. Elle a fait partie des dirigeantes de la commune pendant les 2 mois à Paris et elle a inspiré beaucoup de personnes en défendant les idées de la liberté de la République. Elle a combattu dans les rues avec les soldats, avec des armes. Et finalement, elle a été arrêtée lors de la semaine sanglante et elle a fini déportée au bagne en Nouvelle-Calédonie. Alors, pour finir sur cette partie, le grand C, maintenant les républicains vont partir à la conquête du pouvoir et installer une véritable république qui va durer dans le temps. Alors tout d'abord, donc on est toujours dans cette situation après l'écrasement de la commune, c'est toujours Adolphe Thiers qui est au pouvoir avec une majorité de monarchistes. Donc les monarchistes, leur but, c'est certainement pas de faire durer cette nouvelle république, mais elle est considérée comme une espèce de phase de transition entre la proclamation de la République, la défaite de l'Empire et la restauration d'une monarchie. Cependant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les monarchistes sont divisés en 2 camps. Le camp orléaniste qui veut une monarchie plutôt constitutionnelle parlementaire respectant les valeurs de la Révolution française et le camp légitimiste qui lui souhaite remettre en place une monarchie de droit divin, une monarchie absolue. Alors quand Adolphe Thiers comprend que cette division elle est insoluble, c'est-à-dire que les 2 courants ne peuvent pas se mettre d'accord et soutiennent tous les deux prétendants au trône différents. Adolphe Thiers voit qu'en fait la République c'est pas si mal et que au final les monarchistes n'y arriveront pas à mettre en place quelqu'un puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Dans un discours en 1872, Thiers décide donc de se rallier à la République et de la reconnaître comme le meilleur gouvernement. Cependant, pour lui, il faut absolument qu'elle soit conservatrice, c'est-à-dire qu'elle respecte les traditions françaises. L'Assemblée, qui est quand même en majorité monarchiste, n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Il n'est plus président de la République et l'Assemblée choisit un personnage qui est très monarchiste, qui est d'ailleurs légitimiste, c'est-à-dire dans le courant le plus conservateur et le plus à droite, qui s'appelle Patrice de MacMahon. Ouais, non, c'est pas lui. Mais c'est pas lui non plus. Ah! C'est un militaire, c'est un maréchal de l'armée qui s'est distingué dans différentes campagnes, notamment à l'étranger au Maroc. Et il devient donc président de la République. Pour assurer la possibilité de remettre en place un roi. On vote une loi dite du septennat, c'est-à-dire qui veut dire qu'en fait il sera président de la République pendant 7 ans. 7 ans, ça semble suffisant aux monarchistes de l'Assemblée pour organiser en fait la restauration d'un roi sur le trône. Alors MacMahon, que fait-il? Eh bien, il met en place, avec les conservateurs, tous les monarchistes, une politique qui est qualifiée de politique d'ordre moral, c'est-à-dire une politique qui s'appuie sur l'Église qui va contrôler la société, afin que la morale soit respectée. Donc on est dans une politique très traditionnaliste. Cette politique, elle va avoir un effet qui va avoir une importance quelques années plus tard. C'est-à-dire que l'Église étant garante de l'ordre moral, elle va cadrer la population. Et en fait, tous les mécontents contre l'Église, notamment les républicains, sont très mécontents de cette politique-là, puisqu'ils sont pour une politique progressiste vers plus de liberté, plus de droits, alors qu'on leur donne une politique autoritaire. Donc les républicains s'unissent contre l'Église, et ça, ce qui développe ce qu'on appelle l'anticléricalisme, c'est-à-dire le fait d'être contre le clergé. Anticléricalisme, c'est la haine des représentants de l'Église en tant qu'institution. On t'aime pas! On t'aime pas! Un peu les curés! Un peu les curés! Petit à petit, donc cette politique ne plaît pas vraiment beaucoup à la population, les républicains gagnent des voix. Mais aussi les bonapartistes. Vous vous rappelez, c'est ceux qui soutiennent donc le retour à un empire. Alors, comme les bonapartistes font peur aux monarchistes,
Eh bien, que se passe-t-il? Les républicains et les monarchistes, qui sont les deux extrémités, en fait, vont chercher à s'allier contre l'ennemi commun qui est le bonapartisme, parce qu'ils ne veulent surtout pas d'un nouvel empire. Qu'est-ce qu'ils font alors dans ce cas? Eh bien, ils votent ce qu'on appelle des lois constitutionnelles en 1875. Alors, pourquoi des lois constitutionnelles? Eh bien, parce que je vous rappelle que ça fait 5 ans que cette république existe, qu'elle n'a aucun texte qui la structure, qu'il n'y a aucune constitution et que donc elle n'a pas vraiment d'existence légale. Pourquoi officialiser la République en 1875? Parce que les républicains, eux, ils voudraient que cette République perdure. Donc, ils font en sorte d'obtenir une constitution. Les monarchistes, qui eux ne veulent pas qu'elle perdure, mais en même temps ne veulent pas que les bonapartistes prennent le pouvoir, se disent que si on vote quelques lois constitutionnelles qui stabilisent le régime, c'est pas mal, tout en laissant la porte ouverte à une restauration monarchique. Voici les institutions de la Troisième République, qui est un régime parlementaire, car le Parlement qui a le plus de pouvoir, puisque c'est lui qui choisit le président de la République et qui contrôle le président du Conseil. Seulement, ce plan-là ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, la politique d'ordre moral déplaît profondément aux Français et que plus le temps avance, plus les républicains gagnent des voix lors des élections. Au final, en 1879, les républicains deviennent majoritaires à l'Assemblée et MacMahon, qui n'a plus aucun appui dans l'Assemblée, eh bien, décide de démissionner. Alors à ce moment-là, l'Assemblée élit Jules Grévy, qui est un républicain. Et on a en 1879, enfin, donc presque 10 ans après sa proclamation, l'assurance qu'on va garder ce régime-là, qui est un régime républicain. Donc il aura fallu 9 ans pour être sûr qu'on ne revienne pas vers une restauration monarchique.